Dans votre 20h, il sera question de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. La nouvelle équipe de magistrats s'est engagée solennellement devant le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Les détails, c'est dans quelques instants. On parlera également de cette campagne institutionnelle dénommée « Transformons les regards » que vient de lancer la société Eramet, groupe minier métallurgique. Elle souhaite être plus proche des populations en posant les actes que vous découvrirez au cours de ce journal. La grève des enseignants du premier et deuxième degré de l'enseignement privé protestant ne sera pas en reste dans ce journal. Nous parlerons du mouvement de plus de 200 enseignants qu'ils observent dans l'enceinte de la mission Baraka. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. L'actualité ce mardi 24 septembre est marquée par la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, un acte solennel qui marque le début de mandat de cette équipe de magistrats pour une durée de 9 ans non renouvelable. Les détails, c'est avec Lariska Lormamengi et Bertin Ostaga. Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le respect de ses obligations de neutralité et de réserve et de me conduire en digne et loyal magistrat. Je le jure. Une cérémonie solennelle conduite par le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, Ali Bongo Ondimba, conformément au décret 000-144/PR portant nomination du président de la Cour constitutionnelle. Marie-Madeleine Borancho et ses confrères font serment d'exemplarité, mais surtout d'impartialité. L'article 90 de la Constitution prend acte de votre serment, vous adresse ces chaleureuses félicitations, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et dit que, du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Cet acte solennel et républicain vient ici marquer le début du mandat des 9 membres de la Cour constitutionnelle, lequel mandat a une durée de 9 ans non renouvelable, conformément aux accords des assises d'Angonje dans son volet modernisation de l'état de droit. Vous avez pu le constater, c'est le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a présidé les travaux relatifs à la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, un événement qu'il a d'ailleurs présidé en donnant plusieurs recommandations à la nouvelle équipe. Bienvenue, Miko Barthelbois. L'événement du jour est hautement républicain et constitutionnel. Le président de la République qui dirige la cérémonie est accueilli à son arrivée par Madame Marie-Madeleine Borancho, la présidente de la Cour constitutionnelle confirmée dans ses fonctions. Aujourd'hui, au Palais de la Constitution, c'est jour de serment pour les membres de la haute juridiction, nommés par décret le 7 août dernier. La séance s'ouvre avec l'annonce du numéro 1 de la République, avant la formule d'usage prononcée par les juges constitutionnels. Je déclare ouverte la cérémonie solennelle de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le respect de ses obligations de neutralité et de réserve et de me conduire en digne et loyal magistrat. Je le jure. La main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée face au président de la République. Les 9 juges constitutionnels à tour de rôle se relaient pour le rituel consacré. Garant des institutions de la République, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, a donc pris acte du serment avant de renvoyer à l'exercice de leurs fonctions les 9 membres de la Cour constitutionnelle pour un mandat de 9 ans. Le premier mandat pour Edouard Ogandaga, Lucie Akalan et Sosten Momboa. Les 3 nouveaux juges constitutionnels qui, comme tous les autres, désormais doivent se conduire en dignes et loyaux magistrats, avec obligation de neutralité et de réserve,
dans l'intérêt de la Constitution en République gabonaise. Et on en vient à cette actualité. Le groupe minier métallurgique Eramet s'engage aux côtés des autorités du pays et des populations en lançant la campagne institutionnelle dénommée Transformons les regards. Les responsables de cette filiale ont présenté aux médias la démarche de leur responsabilité sociétale liée à cet engagement. Le point, c'est avec Patricia Lidimouélé et Victor Mundunga. Entreprise citoyenne et engagée, Eramet, accompagnée de ses filiales Comilog et Cetrag, affiche de grandes ambitions à travers des programmes importants, définissant ainsi sa responsabilité sociétale d'entreprise au Gabon. La RSE, dorénavant, surtout la contribution positive avec un impact positif sur les communautés qui vivent autour de notre activité, est maintenant inscrite. Cette RSE-là est maintenant inscrite dans notre vision. Ce n'est plus une alternative ni une option. Ça fait très longtemps que Comilog et Cetrag font des opérations de RSE. Souvent, ce sont des opérations qui s'inscrivent, j'allais dire, un petit peu au cas par cas. Là, l'ambition, c'est évidemment de continuer à régler des problèmes au cas par cas, mais c'est de rentrer dans une logique beaucoup plus durable. Mais c'est un engagement que nous prenons d'étudier les problèmes et d'y apporter des solutions durables. Déclinée en 13 engagements, la feuille de route RSE du groupe reflète son ambition, celle de devenir un leader minier et métallurgique respectueux de l'environnement et contribuant positivement au bien-être des communautés locales. Et nous impliquons les populations, il y a des associations des riverains qui se constituent pour pouvoir travailler sur cette partie-là. Il y a aussi au niveau de l'usine de fabrication de traverses à Boué, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a 100 personnes qui sont employées dans cette usine et des 100 personnes employées, 50% de la population de cette entreprise vient de la région de Boué, les 50 autres venant des autres régions autour de Boué. Donc il y a une forte implication des populations autour de l'activité de chemin de fer. Deuxième employeur privé du Gabon, le groupe Eramet participe au développement économique du pays et sa nouvelle ambition est portée désormais vers la jeunesse. Le nouveau directeur général de l'ACETRA, quant à lui, est reçu en audience ce matin par le secrétaire exécutif de l'ARTEF, l'autorité de régulation des transports ferroviaires. Il s'agissait concrètement de présenter la première autorité de l'ACETRA nommée récemment en conseil d'administration. Le point est avec Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. De nationalité brésilienne, Luis Renato Lombardo Torres a été introduit au cabinet du secrétaire exécutif de l'autorité de régulation du transport ferroviaire par Christian Mani, directeur général adjoint de la CETRAG. C'est un homme du Sérail, choisi par Eramet et nommé à la direction générale de la CETRAG à l'issue du dernier conseil d'administration de cette société. Au cours de cette première rencontre, les objectifs ont été redéfinis suite à certaines remarques. J'ai tenu quand même pour cette première réunion à expliquer déjà au directeur général qu'il faut mettre l'accent sur la qualité, la sécurité et il faut beaucoup communiquer. La CETRAG a pris bonne note et doit faire dans l'urgence. Le plan d'action que nous allons mettre en place part d'abord des directives de l'autorité. Parce que madame le secrétaire exécutif qui est très actif, qui a pris le train, nous a fait part d'un certain nombre de points, de remarques donc, qui ont été pris en compte dans le plan d'action que nous allons très rapidement mettre en action et donc revenir vers notre autorité pour présenter ce qui a été identifié. Un face-à-face qui appelle à plus de performance de la part de la société d'exploitation du Transgabonais. Allons-y dans le Boué maritime où les travaux de la route Port-Gentil-Omboué vont bon train. En attendant la livraison officielle de cet édifice ayant une haute portée économique, Jean de Dieu Ogomsgombi et Jean-Pierre Moussouami nous présentent les caractéristiques de cette infrastructure routière. Lancé en 2014 par le président de la République Ali Bongo Ondimba, les travaux de construction de la voie Port-Gentil-Omboué avec 96 km de long sur 12 mètres de large se poursuivent. Sur le parcours, 3 ponts, celui qui enjambe le fleuve Ogoué avec 4707 mètres, l'autre sur la lagune Nkomi 4577 mètres et le plus petit avec 327 mètres. Là, l'entreprise elle est dans une phase de petite réparation, de petite mise au point pour attendre une éventuelle réception provisoire des travaux qui devraient être accordés normalement par le maître d'ouvrage qui est l'autorité ministérielle. En attendant sa livraison officielle, pour y circuler, les usagers doivent obtenir au préalable une autorisation spéciale du gouverneur de l'Ougoué maritime. Le long de cet axe, on peut contempler le paysage
un régal pour les touristes. Vraiment très content, parce que c'est un bijou qu'on entendait depuis, et au jour d'aujourd'hui, ça a vu le jour. Sur la route, quelques travailleurs de la société chinoise adjudicataire, CBRC, sont à pied d'œuvre pour ce chantier dit du siècle. Les topographes sont devant pour faire le pré-marquage. Donc on trace la ligne, l'axe. Roulant à plus de 80 km/h avec quelques escales, nous arrivons à Omboué au bout de 2 heures de route avec de beaux souvenirs. La construction de la route Port-Gentil-Omboué devrait permettre de relier la capitale économique au reste du Gabon et ainsi booster son activité économique et celle du pays tout entier. Interrogé sur les retombées positives que va engendrer la route Port-Gentil-Omboué, Noël Mbumba, ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures par ailleurs, fils de la localité, s'explique. Il est au micro de Jean de Dieu Gomes. Le sacrifice consenti par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour faire en sorte que le Gomartim ne soit pas en reste du continent, en reste des autres provinces. Par la route Port-Gentil-Omboué, une route de plus de 95 km qui devrait normalement arriver jusqu'à Yombi pour permettre totalement le désenclavement de Gomartim par rapport au reste du continent et permettre justement que cette route soit économiquement utile pour le développement de notre province. Et puis, du social, on en parle également dans cette édition d'information. Ils sont plus de 200 enseignants du premier et deuxième degré de l'enseignement privé protestant qui observent un mouvement d'humeur dans l'enceinte de la mission Baraka. Non intégrés à la fonction publique et percevant difficilement leur pré-salaire, ils veulent se faire entendre. Arnaud Mbabokon, Pierre Claver et là sont allés à leur rencontre. La corde est raide au point de rompre entre les enseignants stagiaires de l'enseignement privé protestant et la direction de l'Église évangélique du Gabon. Cela n'épargne pas non plus la direction nationale de l'enseignement privé protestant. Au centre de ce désaccord, la question de l'intégration et du paiement des pré-salaires de ces enseignants et stagiaires. Nous tenons dans un premier temps à interpeller les parents d'élèves sur la situation qui prévaut dans l'enseignement privé protestant. Car comment penser faire fonctionner ces établissements en renvoyant à la maison plus de 134 enseignants du second degré et 100 enseignants au premier degré. Et cela sans véritable motivation. Sous l'ombrage, présentant un relief facial amenuisé par l'amertume due à la mésentente, ces enseignants et stagiaires sollicitent la diligence des autorités afin que leur situation administrative soit régularisée. Car la direction générale de l'Église évangélique du Gabon ainsi que celle de l'enseignement privé protestant que nous avons tenté de rencontrer sont restées muettes sur la question. Éducation, on y reste à quelques jours de la rentrée officielle des classes. Plusieurs parents d'élèves s'activent encore dans les magasins pour pouvoir acheter les fournitures scolaires à leurs enfants. La problématique réside cependant dans l'accessibilité des coûts. Irina Aban-Tanguitsaka. Le début des cours des élèves du primaire, pré-primaire, des collèges et des lycées au Gabon a souvent été une occasion pour les parents de montrer leur amour pour leurs enfants en s'assurant de la qualité des fournitures achetées pour que ces derniers aient une rentrée scolaire convenable. Bien que les choix soient multiples et variés, les achats se font selon la poche du parent. Je trouve que les prix sont abordables. C'est selon la poche de chacun parce que les cahiers sont... Il y a plusieurs types de cahiers, plusieurs types de fournitures. Chacun, selon sa poche, essaie de faire le possible. Pour chercher à amoindrir les coûts d'achat, les responsables de quelques structures ont opté pour une politique commerciale bien précise. Nous appliquons la politique du prix bas à partir du moment où on prend des quantités considérables, c'est-à-dire des paquets. Et les prix sont davantage revus à la baisse, surtout sur les cahiers. Tous les parents trouveront des cahiers ici, là, à des prix défiant toute concurrence. On respecte les prix. Nos prix sont des prix homologués. La preuve en est que si vous lisez l'Union aujourd'hui, il y a des prix dedans. Donc les parents d'élèves sont censés de connaître les prix qui sont dedans. La question des fournitures scolaires reste au cœur des préoccupations des parents, car l'une des dépenses les plus importantes à cette période de l'année.
Il faut signaler que les manuels scolaires obéissent à des prix homologués par l'État en République gabonaise. La Direction générale de la concurrence et de la consommation vient d'effectuer une descente inopinée dans les points de vente des fournitures scolaires. L'objectif étant de vérifier et de contrôler l'affichage des prix afin de protéger le consommateur, autrement dit le parent d'élève. Esmine Kayumba, Michel John Boudégan. C'est devenu presque un rituel chaque année pour la Direction générale de la concurrence et de la consommation. La visite surprise de l'équipe de la DGCC dans les points de vente des fournitures scolaires à quelques jours de la rentrée des classes rentre dans le cadre d'une opération saisonnière qui consiste à aller vérifier l'applicabilité des prix homologués 2019 de certains manuels scolaires. Certains manuels scolaires essentiels sont homologués. Il s'agit des manuels vendus par Sogapress et Edig. Donc nous sommes sur le terrain pour voir que dans le réseau de distribution, dans le réseau de revente de ces livres, tous les opérateurs respectent bel et bien les prix homologués. Après avoir sillonné quelques magasins de Libreville, le constat est positif pour le moment. Mais le directeur général de la DGCC appelle à la vigilance chez les parents d'élèves, surtout en cette période où le pouvoir d'achat des ménages est fortement sollicité. Il est question que le consommateur achète le livre au juste prix et faire attention à un certain phénomène qui se développe, c'est celui des démarcheurs. Les démarcheurs viennent vers le consommateur, vont prendre des livres au magasin et ramènent ces livres au consommateur en donnant des prix qui ne sont parfois pas les prix homologués. Donc nous demandons aux consommateurs d'être vigilants. Lorsqu'ils rentrent dans un magasin, normalement les prix homologués sont affichés. Ils doivent s'assurer qu'ils achètent les livres au bon prix. L'opération qui a débuté par la commune de Libreville va s'étendre aux autres communes avant de se poursuivre à l'intérieur du pays. Toujours en rapport avec la prochaine rentrée des classes, notre rédaction s'interroge ce soir sur les dispositions prises par le gouvernement en ce qui concerne le respect des normes par les universités privées. Où en est-on avec le contrôle effectif du fonctionnement de ce secteur? Charles Bamondo, Jean de Dieu Mamboundou. C'est une problématique de taille et qui participe de la qualité des établissements et des programmes enseignés. Se pose alors la question au regard de la panoplie des écoles et autres universités qui poussent ici et là comme des champignons au Gabon. Bien heureusement, les autorités de tutelle ont mis en place une commission qui réfléchit sur cette question. Nous sommes en partenariat avec l'État et la convention se passe à merveille. Au niveau de l'organisation des examens, tout se passe bien. Les enfants sont orientés comme il le faut par rapport à la proximité du domicile de l'établissement. Je crois qu'à ce niveau, également au niveau des séminaires organisés par la tutelle, nous sommes toujours présents. Donc je crois que la collaboration elle se passe à merveille. Nous avons été à la commission et nous avons assuré le ministre et la commission que nous allons tout mettre en œuvre pour respecter les consignes et les recommandations de cette commission-là. Nous profitons de cette occasion pour remercier le ministre pour le travail aussi sérieux et très élevé qu'il avait abattu lui-même en présidant toute cette commission, toutes les séances de cette commission. Vraiment, nous lui disons merci. La même réflexion devrait se poursuivre lorsqu'on évoque la coopération interuniversitaire au plan national et international. Nous sommes en train de préparer des partenariats avec l'ENSET, avec l'UOB aussi. Et de la même manière, nous voulons assurer la tutelle, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, que UPSA est en train de tout faire pour s'arrimer aux nouvelles exigences de la tutelle. Tout le bonheur et la prospérité de l'enseignement supérieur privé résident inévitablement dans le respect des normes et le développement de la coopération dans ce domaine. Du côté de Port-Gentil, les clubs Rotary doyens de cette localité de Ndinji de Pointe-Noire unis pour offrir aux pensionnaires de l'internat de la mission Sainte-Anne du Farnand-Vaz des fournitures scolaires, lesquelles doivent leur permettre d'entamer une bonne rentrée scolaire. Marius Nonda pour les détails. C'est mu par le désir de servir que les clubs Rotary Port-Gentil doyens et Ndinji Pointe-Noire au Congo viennent de voler au chevet de l'internat de la mission Sainte-Anne du Farnand-Vaz et de ses pensionnaires. La remise de fournitures scolaires et d'équipements est la réponse à la demande formulée il y a quelques mois par le responsable et qui s'inscrit dans les actions rotariennes de l'année. L'éducation et l'alphabétisation constituent l'un des axes stratégiques prioritaires du plan d'action du Rotary international. Il y a des jours où le sentiment d'avoir été utile
aux autres remplit nos cœurs de joie. Aujourd'hui, le cœur des Rotariens de Port-Gentil est rempli de joie. Première du genre. Dans le district 9150, l'action commune des clubs Port-Gentil et Pointe-Noire ne sera pas la dernière. Pour la première fois que ça se passe. Et cela, c'est pour qu'il y ait un impact réel au niveau de notre district. Mais nous souhaitons que ces actions seront pérennes. La reconnaissance des bénéficiaires s'est traduite par ces quelques mots du curé de la mission. Ne pas dire merci serait commettre un crime face à une action sociale, car de façon anagramme, les mêmes lettres qui permettent de dire merci permettent d'écrire le mot crime. Une union des clubs Rotary, Port-Gentil et Pointe-Noire formalisée un peu plus tard par la signature d'un acte de jumelage. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, bientôt à Franceville, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué. Son arrivée prochaine dans cette ville a fait l'objet de plusieurs réunions préparatoires, dont celle présidée ce matin par le préfet de Lampassa, Jacob Mokwangi, et Joël Adjaï. L'arrivée sous peu à Franceville du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, digne fils du Haut-Ogooué, ne doit laisser personne insensible et l'accueil se doit d'être grandeur nature et donc à la hauteur du charisme incommensurable de l'homme. En pareille circonstance, tout le monde doit se concentrer pour l'accueillir avec fierté, avec allégresse et avec frénésie. Aucun auxiliaire de commandement doit manquer à l'appel à l'aéroport international El Hadji Omar Bongo Ndimba. Vous savez que l'année dernière, le chef d'État a eu un malaise hors du Gabon en voyage officiel. Dieu merci que c'était dans un pays ami et frère. Le chef de l'État sort de loin, comme on dit au village. Et depuis qu'il a eu cette attaque, on a toujours dit que le chef de l'État devait arriver à Franceville. Malheureusement, son calendrier ne le permettait pas. Aujourd'hui, il descend chez nous. On va voir. Comme vous dites toujours dans vos réseaux sociaux que c'est le sosie. Nous allons aller accueillir le sosie, on va bien le toucher. On sait que c'est le président Ali Bongo Ondimba qui vient chez lui, qui vient dans une province du Gabon, qui vient dans cette terre. Au regard des débats et conversations en couloir et en coulisses, Viva, Yuyu et Oura devraient être au rendez-vous avec à la clé une apothéose des grands jours, mieux un accueil à la fois délirant et triomphal en faveur de l'enfant du village. On reste dans la province du Haut-Ogooué et on parle de la session ordinaire du conseil départemental de Lampassa. Les travaux étaient axés sur le vote du budget 2019. Compte rendu, Jacob Mokwangi et Aimé Adjaï. Un peu plus de 2 heures d'horloge aux 24 conseillers sur les 25 que compte l'institution pour débattre des contours du budget primitif exercice 2019 au conseil départemental de Lampassa. À main levée et sous le regard du représentant de la tutelle, le préfet de Lampassa, Barnabé Pangalivois, la majorité absolue a voté l'enveloppe de 248 274 320 francs CFA en recettes et en dépenses, chute libre de 37,32% par rapport à l'exercice écoulé. Donc il s'agit pour nous, cette fois-ci, de faire beaucoup d'efforts pour essayer de remonter cette pente, pour atteindre des budgets plus productifs qui nous permettront d'amorcer les actions d'appui au développement. Les conseillers ont plutôt fait montre de beaucoup de sagesse lors des travaux. La première session que moi j'assiste en tant que conseiller, tout s'est bien passé. Ça s'est bien déroulé dans des conditions meilleures et les budgets ont été votés avec l'ensemble des collègues conseillers. A versé dans cette session le vote de 4 délibérations, dont celle concernant le prélèvement des droits et taxes, celle autorisant le président de l'institution à signer une convention avec Toyota pour l'achat d'un véhicule de fonction, puis celle sollicitant la prise en charge des bornes fontaines par le Conseil de l'eau et l'électricité au village Moulende.
Hors de nos frontières, direction Chine, nous allons à la découverte de la société ferroviaire Zhengshun International Youth Development et Construction, une zone commerciale qui permet au pays de s'ouvrir considérablement au monde à travers les activités import-export. Envoyés spéciaux, Joyce Lorna Wangi et Martial Chibinda. Le monde devient plus que jamais un village planétaire dans lequel l'import-export dicte sa loi. S'inscrivant dans cette logique, le gouvernement chinois anticipe. Depuis 2013, il intensifie ses dessertes. On a déjà réalisé 4 lignes. Premièrement, c'est une ligne arrivée en Union européenne jusqu'à Liège de Belgique, à Munich, à Hambourg. Et deuxième ligne, c'est jusqu'à Moscou. Et troisième ligne, c'est une ligne arrivée à l'Asie centrale, à la Moutou. Quatrième ligne, c'est jusqu'à Vietnam. Et cette ligne a couvert l'Asie sud-est. Implanté dans le centre du pays, à Zhengzhou, dans la province du Henan, Zhengzhou International Hub Development and Construction est une plateforme terrestre, aérienne et maritime pour toutes sortes de marchandises. Aliments, boissons, matériaux de construction et véhicules. La destination Afrique reste en étude. Premièrement, c'est une ligne arrivée à Hambourg et au Liège de Belgique. On utilise la ligne maritime pour arriver en Afrique. Deuxième ligne, c'est par la voie ferroviaire. On peut arriver directement en Italie, à Rome et à l'Espagnol. Par la ligne maritime, en passant par la mer Méditerranée, on peut arriver en Afrique. Et maintenant, on a déjà des consommateurs qui sont en train de faire ça. Pour l'heure, la compagnie est en train d'étendre son réseau au Japon et à la Corée. Aujourd'hui, avec plus de 5000 allers-retours par an, le fret en 2017 était estimé à 520 000 tonnes. Retour au Gabon, mais on reste dans le domaine de la coopération et on parle de la célébration du 85e anniversaire de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite, un événement marqué par une réception offerte par l'ambassadeur de ce pays, Guifré Ndombian, Chris Rodolphe Lebonda. Créé en 1932 par Ibn Saoud, le Royaume d'Arabie Saoudite célèbre ses 89 ans d'existence. Une fête nationale placée sous le sceau de la reconnaissance du développement et de la prospérité, impulsée par le roi Abdulaziz bin Abdul Rahman. La sécurité, la stabilité, le développement, la prospérité et la richesse de notre pays sont grâce de Dieu. Ses ressources humaines et sa position stratégique le qualifient d'être au rang des pays développés. La vision de l'Arabie Saoudite 2030 marque le début d'une nouvelle phase de développement et de travail acharné par anticiper l'avenir et continuer à se développer et à réaliser la croissance souhaitée tout en maintenant les constantes de notre religion et de nos valeurs suprêmes. Au cours de cette cérémonie festive, le diplomate saoudien est revenu sur les relations bilatérales entre le Gabon et l'Arabie Saoudite, particulièrement en matière de coopération et d'investissement qui vont se matérialiser par un forum d'hommes d'affaires saoudiens au Gabon dans les prochains mois. Et du sport pour la fin de cette édition d'information, l'honorable David Labaye, le député du 2e siège du département de Tsamba-Magoti, a organisé un championnat de football dans sa circonscription électorale. La finale a eu lieu récemment au stade public de Sindara. Priska Nkama, Valérie Charles Poulangoy. Organisé en l'honneur des défunts Joseph Mwanga, André Christ Ngimbi et Augustin Bodias, anciennes autorités politiques de Tsamba-Magoti, le championnat JAC dans sa première édition s'est achevé par une note de satisfaction générale. 4 équipes étaient en finale au stade de l'école publique de Sindara, à savoir Kouania contre la Song et Kouania contre l'Equita Palace. La première rencontre a opposé les filles de Kouania vêtues en bleu à celles de la Song avec pour score final 1-0 en faveur de Kouania. Vraiment, nous glorifions l'Éternel parce que nous avons obtenu cette coupe à Kouania. Les filles de Kouania ont mené les filles de la Song. Nous nous remercions, monsieur l'honorable, pour vraiment ton immense amour envers nous. Parce que tu as fait en sorte que nous puissions jouer, nous les filles. C'est la première fois ici à Sindara que les filles puissent encore mener la coupe. Et nous avons obtenu cela. À la deuxième rencontre, les gardes de l'Equita Palace aux couleurs rouges ont tenu en échec ceux de Kouania par un score final de 2-0. Cet événement qui a vu la participation des fils et filles de la localité a été l'occasion pour l'honorable David Labaye de revenir sur l'objectif de ce tournoi. L'objectif de ce championnat est de faire en sorte que les populations se retrouvent parce qu'il y a plus de 6 ans,
on n'a pas eu ce championnat organisé au sein de la localité. Et nous comptons dans cet objectif réunir les populations parce qu'on dit que le sport, normalement, dans la généralité, fait en sorte que les populations se réunissent. La remise des trophées aux vainqueurs par l'initiateur de cette manifestation sportive a constitué la boucle de cette compétition. C'est donc sur cet élément sportif que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Vous serez en compagnie de Cabrel Villain-Lemami. Moi, je vous dis à demain, 20h s'il plaît à Dieu.